Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je le recevais il y a à peine un an passé. Il venait nous renseigner où étaient rendues les démarches du projet minier Dumont de Royal Nickel Corporation à Launay. Un an plus tard, les démarches ont-elles avancé? Où sont-elles rendues exactement? Alors, pour nous en parler, je reçois le porte-parole de Royal Nickel Corporation, M. Pierre-Philippe Dupont. M. Dupont, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Dupont. C'est important, les gens veulent savoir. Plusieurs m'ont demandé, Gaby, tu devrais recevoir M. Dupont, tu l'as reçu il y a un an, puis il me semble qu'on va à Moss, puis qu'on voit rien de ce qu'on a déjà vu il y a un an et peut-être même 2 ans passés. Puis, même, il y a des gens qui commencent à être sceptiques. Je vous dis exactement de ce que c'est qu'il en est, parce que moi, j'ai des espions un peu partout. Alors, et les gens commencent à être un peu sceptiques à l'effet que cette mine-là, est-ce qu'elle va voir le jour un jour? Et puis, j'ai dit, on va lui poser la question. Mais avant toute chose, M. Dupont, où en sont rendues les démarches ou les grandes lignes aujourd'hui versus l'an dernier, parce qu'il y a environ un an passé, je vous recevais à cette émission ici. Alors, où en sont rendues les démarches versus l'an passé? En fait, le projet a énormément progressé depuis l'an dernier. L'an dernier, je pense qu'à la même époque, on était en attente de nos permis principaux pour le développement du projet. Donc, ce qu'on n'avait pas à l'époque, et on a eu l'ensemble de nos autorisations cet été. Donc, on a le décret gouvernemental au niveau du gouvernement du Québec. On est passé au BAP. Donc, on est passé au BAP, on a eu notre décret. On a eu l'autorisation aussi fédérale. Donc, actuellement, le projet, au niveau de ses permis principaux, a l'ensemble des permis qui sont nécessaires pour le pousser ou de l'amener de l'avant. Donc, ça, c'est derrière nous. Ça, c'est un énorme risque. Ce que vous n'aviez pas l'an dernier quand vous êtes venu ici en entrevue. Exactement. Donc, ça veut dire que ça progresse. Non, c'est ça, exactement. C'est énorme, ça. L'obtention des différents permis pour les projets industriels en développement au Québec, actuellement, c'est de plus en plus long. Et puis, pour nous, donc, d'avoir réussi cet accomplissement-là, c'est énorme pour un projet, surtout un projet de l'envergure de Dumont. Donc maintenant, on parle ce qu'on souhaite faire pour pousser Dumont dans le marché actuel, parce qu'on s'entend que le marché des métaux de base actuellement est excessivement déprécié. Voilà, exactement. Donc on parle de cuivre, de zinc, de nickel, de fer. Ça ne va pas très bien à ce niveau-là. Les taux sont beaux. Oui. Donc nous, on essaie de trouver des moyens d'être créatifs pour faire avancer Dumont ou faire avancer Royal Nickel par le biais de différents vecteurs. Donc, pour Dumont, ce qu'on doit faire actuellement, où on est rendu, c'est qu'on veut finalement finaliser le financement de Dumont. On se rappelle, on parle d'environ 1,2 milliard qu'on a besoin pour la construction de Dumont. C'est non négligeable dans les marchés actuels. Voilà. Donc, aussi, pour réussir à pousser Dumont ou l'année de l'avant, il va falloir quand même qu'on fasse des travaux d'ingénierie, ce qu'on appelle dans le jargon minier de l'ingénierie détaillée. Donc, actuellement, on a une étude de faisabilité qui a été faite. Mais là, il faut augmenter le niveau d'ingénierie du projet pour être capable de le faire avancer. Donc, c'est là où on est rendu aujourd'hui. Ça veut dire qu'une chose est certaine, moi je vais à Amos assez souvent, puis quand j'arrive sur la petite côte, je regarde toujours à gauche, la barrière est toujours fermée, puis c'est vrai qu'on peut se dire, ben mon Dieu, c'est quoi là? Mais ça travaille fort dans les bureaux, c'est sûr, parce que pour aller chercher le BAP, puis aller chercher tous les permis, autant du côté fédéral que du côté provincial, ça ne se fait pas sur le terrain, non, ça se pas. fait en bureau. Donc, au moment où l'on se parle, M. Dupont, on peut dire est-ce qu'on peut dire que ça progresse selon l'échéancier? Bien, en fait, on a modifié un petit peu notre approche au niveau des échéanciers. À un certain moment donné, je me rappelle, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans l'entreprise, donc on avait, en 2014, on va démarrer, en 2016, on va démarrer. Maintenant, avec l'incertitude au niveau des marchés, on dit, nous, à partir du moment où on a le financement, les permis en place, ça va nous prendre à peu près une vingtaine de mois 20-22 mois pour voir le projet, qu'on soit capable finalement de rentrer en production avec Dumont.
Donc, c'est là où on est actuellement. Donc, on ne se donne plus de date parce que ce n'est pas pertinent à cette stade-ci. Il va falloir que les marchés changent pour qu'on soit capable de financer du monde. Actuellement, j'ai regardé ce matin, je pense que le nickel est au-dessous de 4 $. Là, on parle de 3,85 $. C'est du jamais vu là, au niveau de l'industrie. Et puis, d'être capable de faire du marketing de façon efficace auprès des investisseurs à des prix de la commodité qui sont aussi bas, ça serait une perte de temps pour nous. Donc, on essaie de trouver des moyens, nous, de donner de la valeur à nos actionnaires de façon différente en allant chercher des acquisitions, d'autres projets. Donc, on a acquis récemment des projets en opération. Donc, pour se donner un levier, pour être capable de développer notre gros projet qui est du monde. À quel taux faudrait que le nickel soit pour que réellement, j'aime pas le mot, ce soit intéressant pour le projet du monde, mais que ce soit qu'on pourrait voir et se dire, OK, on va de l'avant, on accélère parce que réellement, le taux est bon. À combien? Là, il était à 3 et quelque chose que vous nous disiez. À combien qu'il faudrait qu'il soit? Au prix d'aujourd'hui, là. Donc, on parle de 3,85 environ dans ces eaux-là. Oui. Si Dumont fonctionnait, si on opérait, si on minait, on générait des flux de trésorerie positifs. Donc, on générait du profit. Donc, on parle de ce qu'on appelle le cash cost, le coût de production à la ligne, d'environ 3,60. Puis, le taux de change nous favorise à cet effet. Voilà. Et le prix du fuel aussi. Donc, c'est deux items qui favorisent... Ils ne sont pas à dédaigner non plus. Là. Non. Donc dans la conjoncture économique actuelle, opérer du monde serait rentable. Donc, on générait un flux de trésorerie positif. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais pour que nous, ça soit intéressant, donc on ne parle pas un projet minier avec les risques que ça comporte, il faut que ça soit plus que rentable. Donc, il faut que ça soit des taux de rendement internes de l'ordre d'une vingtaine de % dans ces eaux-là. Donc, nous, ça nous prendrait, là, pour être capable de recommencer activement à faire du développement et à pousser du monde, ça prendrait des prix de nickel qui sont aux alentours de 5,50 $, 6 $. Ce qui est très peu aussi. Donc, c'est une certaine époque, là, on regardait, les prix flirtaient autour de 10, 12 $. Donc, à 5,50, 6 $, c'est ce qui s'en vient. Les gens ont tendance à oublier que les commodités, l'industrie minière, c'est une industrie cyclique. Actuellement, on est dans le bas du cycle. Nous, on se dit, bien, ça ne peut pas être pire que ça. Donc, on a les outils pour réussir à passer à travers et éventuellement pousser le projet. Je vais vous poser la question qui tue, comme on dit, que mon bon ami Guillaume Lepage pose assez souvent à chaque dimanche soir, mais la question qui tue, est-ce que ce serait bien posé si je vous disais que au taux où est le nickel aujourd'hui versus au taux, vous venez de parler de peut-être 5 $ ou environ, la marge est d'environ 1,50 $ ou 2 $, disons, là, et mettons des chiffres ronds, comme on dit. Est-ce que vous vous dites, on n'est pas pressé, le taux est bas, on n'accélère pas trop vite. Est-ce que ce serait ça ou bien non, si le taux aujourd'hui, au moment où l'on se parle à 3,85 ou environ, ça vous suffit pour aller plus vite, pour aller de l'avant? Je ne sais pas si vous saisissez. Non, bien, c'est ça. C'est ce que j'essayais de mettre en lumière tout à l'heure. C'est qu'à ces prix-là, pour nous, c'est une perte de temps d'essayer de faire des pieds et des mains pour aller chercher le financement pour du monde. Ce qu'on a fait cet été, on parlait d'état d'avancement du projet. On a financé le projet avec Orion, qui est un fonds d'investissement qui s'implique beaucoup au niveau des compagnies minières, qui ont d'ailleurs mis quelques centaines de millions dans le projet Renard, Stornoway, le projet de diamant dans les Monts-Atiches. Donc, on a financé pour environ 13 millions cet été. Avec nous, plutôt que de dire, on a de l'argent en banque, on va s'asseoir sur cet argent-là, puis on va attendre de voir ce qui se passe avec le marché. On s'est dit, soyons créatifs, essayons de trouver une façon de donner de la valeur à l'entreprise, à nos actionnaires. Donc, on a pris une partie de ces fonds-là, puis on a acheté des projets miniers en opération. C'est ça, exactement. Donc, on vient de clore l'acquisition, finalement, de 66 % de la compagnie SLM, qui est une compagnie qui opère une mine en Australie. Voilà. Donc, c'est une mine d'or et de nickel.
c'est un fait très rare. C'est rare qu'on voit de l'or et du nickel opérés par la même mine. Voilà, c'est pas vraiment un minerai qui contient de l'or et du nickel. D'un côté, il y a de l'or, d'autre côté, il y a du nickel. Et donc, on a actuellement mis la main sur ce projet-là. Avec très peu de déboursés. Donc, on a mis des actions au niveau de Royal Nickel et quelques millions de dollars. Donc, pour nous, ça pourrait éventuellement générer des flux de trésorerie ou de l'argent pour la compagnie au niveau corporatif l'année prochaine. Donc, avec cet argent-là, ce qu'on peut faire, c'est justement, je vous parlais d'ingénierie détaillée au niveau du projet, mais ça va nous donner l'opportunité, même si, on ne parle pas de milliards, on parle de quelques dizaines de millions de dollars, mais ça va nous donner l'opportunité d'être capable de pousser les travaux d'ingénierie détaillés pour le projet Dumont. Et puis, il faut comprendre que les travaux dont on parle d'ingénierie, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui doivent être encore mis en ingénierie avant d'être capable d'aller de l'avant avec Dumont. Donc, c'est un jeu de bourse aussi. Moi, je parle plus de créativité. On avait le choix de dire, on a l'argent, on va diminuer nos activités au minimum, on va attendre de passer sur le cycle. Quand ça va remonter, on va mettre des efforts. On s'est dit non. Nous, on va essayer de créer de la valeur actuellement. Les opportunités là étaient là. Donc, quand le marché est bas, les projets, leur valeur est plus basse. Voilà, donc, on a saisi ces opportunités-là. Et puis, le marché a très bien réagi. Notre action a bondi. Donc, ça va bien pour nous. Ça veut dire qu'en injectant de l'argent dans ces entreprises-là, ce n'est pas pour nuire au projet Dumont et loin de là. C'est pour aider le financement. Absolument pas. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Allez-vous mettre le projet sur la glace maintenant que vous avez ces autres projets-là? On parle de deux types de projets d'une envergure complètement différente. Les mines qu'on a achetées actuellement, qui sont en production, c'est des très petites mines. Le projet Dumont, c'est un projet majeur, d'envergure. C'est un actif extrêmement intéressant. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est avec ces acquisitions-là, c'est se donner le levier pour être en meilleure position pour développer Dumont. Donc, c'est pour ça que je parle de créativité. Oui. C'est parce que, et là, vous venez de toucher un point qui est important, parce que les gens, les sons de cloche que j'ai, moi, pas seulement que de particuliers, que j'ai d'entreprises également, me disent ouf, il me semble que c'est trop gros pour nous autres. Il me semble que ce projet-là, il va avoir de la misère ou il verra peut-être pas le jour parce que ça n'a pas de bon sens, parce que c'est un projet d'envergure mondiale. C'est énorme parce que quand on regarde les chiffres, on le sait que lors de la construction, c'est 1300 employés ou à peu près. Après ça, on parle d'une moyenne de 5, 6, 700, 500, 600 employés. On parle de 35 ans, on parle de 33 ans de vie minière, 2 ans pour construire. Ce sont des chiffres astronomiques et on a ça chez nous. Bien, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En Abitibi-Témiscamingue, on a développé une expertise incroyable au niveau du développement de projets miniers et même de projets miniers d'envergure. Quand on parle de Canadian Malartic, c'est très gros, Canadian Malartic. Detour Gold, qui n'est pas loin à Cochrane, mais qui a beaucoup de compagnies, de fournisseurs de services d'Abitibi qui ont été impliqués dans la construction de ce projet-là. Donc, pour plusieurs fournisseurs de services actuellement, Royal Nickel, le projet Dumont, c'est une continuité de l'expertise qu'ils ont commencé à développer. Nous, on travaille actuellement avec une firme d'ingénierie, un consortium de firmes d'ingénierie, Osenco, qui a fait notre étude de préfaisabilité, qui se sont associés avec une firme qui s'appelle Duro Felguera, DF, qui est une firme espagnole. Et ces gens-là, actuellement, sont impressionnés par les capacités qu'on a en région pour être capable de bâtir. On a à peu près tout ce qu'on a besoin pour être capable de développer un projet comme Dumont. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose ça vous fait pas peur du tout. Absolument pas. Non, c'est parce que ce sont des sons de cloche, moi, que j'entends. Puis, je ramasse ça, puis je me dis, mais quand j'inviterai M. Dupont à venir, bien, quand ce sont des questions que je vais lui poser. Puis, parce que c'est vrai que quand on parle d'envergure, c'est énorme. C'est énorme.
Mais ça fait peur un peu. Je vous dirais, le conseil qu'on m'a déjà donné quand on regarde des gros projets comme ceux-là, c'est de les découper en tranches minces. Puis d'être capable, donc, c'est cette façon-là dont on est capable d'impliquer le plus de gens possible dans le développement d'un projet. Là, si on dit à quelqu'un, une seule et même compagnie, tu vas nous construire l'usine, le complexe administratif, tout ça, ben non. Toi, tu vas faire le garage X, toi, tu vas faire ça, puis focus là-dessus, puis donc c'est petit. Ça devient plusieurs plus petits projets qu'on est capable de réaliser en région. Monsieur Dupont, j'aimerais ça qu'on parle, moi, de l'évaluation environnementale de pêche et océan Canada. Ça, j'ai ça ici devant moi, là, la décision qui a été prise le 18 août dernier. Quand on parle de qualité de l'air, qualité de l'eau, poissons et leur habitat, la faune aviaire et son habitat, c'est quoi exactement? Ça, c'était primordial que d'avoir ça? C'était essentiel? Absolument. À la continuité du projet? C'est assez complexe. Le processus d'évaluation environnementale d'un projet au Québec, ça prend différentes formes. Normalement, quand on est un petit projet, on ne passe pas par les évaluations environnementales. On a besoin d'un certificat d'autorisation, donc des mines de 2000 tonnes et moins par jour. Quand on est une mine de plus grande envergure comme la nôtre, c'est une assez grosse mine, bien là, normalement, on a une évaluation, minimalement une évaluation provinciale. Donc, une évaluation environnementale, étude d'impact, ainsi de suite, BAP. Donc, ça, c'est le processus normal qu'on a au Québec. Et quand il y a certains déclencheurs qui impliquent des lois fédérales, le fédéral s'implique aussi pour venir finalement faire l'application réglementaire de ses propres règlements. Et dans ce cas-ci, le projet du Mont, on a un impact sur un petit cours d'eau qui est relativement marginal, dans lequel on a des espèces de poissons, des ménés, là, des cyprins, des épinoches, là, pas d'espèces prisées au niveau de la pêche sportive, là, je dirais doré, brochet, ainsi de suite. Donc, c'est marginal, mais eux, ils protègent le poisson. Donc, on a déclenché cette évaluation fédérale-là. Et ils ont fait une évaluation qui était similaire à celle du Québec en parallèle. Et puis là, ce qu'on a reçu de la part d'Environnement Canada, c'est finalement, l'Environnement Canada n'autorise pas le projet. Elle autorise les autorités responsables, dans ce cas-ci, Pêche et Océan Canada, à cause des enjeux d'habitat du poisson, et Ressources naturelles Canada, parce qu'on va devoir avoir des permis pour les explosifs, donc la gestion des explosifs, la fabrication d'explosifs sur le site. Donc, elle autorise ces entités-là à aller de l'avant avec leurs démarches respectives. OK. Donc, elle n'autorise pas le projet, elle autorise tout ce qui s'y rattache. Exact. Elle n'a pas à autoriser le projet. C'est pas dans sa C'est pas OK, exactement. Parce que ici, quand on regarde ce que vous nous avez envoyé, estime que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Fait que ça veut dire, OK, tous ceux qui sont à travailler autour de ça, quand on parle qualité de l'air, qualité de l'eau, poissons et leur habitat, la faune aviaire et son habitat, l'usage courant des terres et des ressources, ça, c'est protégé, vous pouvez y aller. Le projet du Mont, puis ça, c'est un peu mon dada, étant biologiste de formation et ayant un background en évaluation environnementale, c'est un projet dont l'impact principal ou l'enjeu principal, c'est qu'il est très gros. Mais on était chanceux dans le développement du projet, il n'y a pas d'habitat particulier au niveau du site. Il n'y a pas d'espèce à statut particulier. Il n'y a rien de particulier qui ressort de l'ordinaire. Dans le fond, ce qui est un peu extraordinaire, c'est l'ampleur du projet. Mais un coup, cela dit, l'ensemble des enjeux se gère bien. Donc, ceux sur lesquels on met un focus particulier, c'est justement tous les enjeux qui sont reliés à la qualité de l'air. Donc, s'assurer que les citoyens, les voisins du projet n'aient pas de nuisance à cet effet. Donc, qu'on parle de qualité de l'air, de bruit, d'eau souterraine. Donc, on sait que creuser un trou de cette envergure-là, ça peut avoir un effet de rabattre un petit peu la nappe phréatique. Donc, toutes ces choses-là ont été évaluées. On connaît très bien l'impact potentiel de ces gens-là. On a mis en place des outils avec les voisins pour s'assurer que si jamais, malgré le fait qu'on ait une évaluation, qu'on a une idée des risques éventuels, si jamais il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, on a des outils comme un protocole de bon voisinage avec ces gens-là pour s'assurer qu'on ait une méthodologie de résolution de problèmes qui va permettre efficacement que si un voisin ou si quelqu'un qui est à proximité du projet ressente des impacts ou des inconforts par rapport au projet, on ait une façon ou un mode de résolution de problème.
Parce que c'était justement dans une de mes questions qui s'en venait, là, justement, M. Dupont, c'était le protocole bon voisinage, il est toujours en force et il est important. En fait, il n'est pas vraiment en force parce que le projet n'est pas... Oui, mais c'est ça, oui. Mais vous en avez discuté. Oui. Puis, vous voulez faire, autrement dit, avec bon ménage avec les voisins. Mais ma collègue Mélanie Corriveau, qui est coordonnatrice des relations avec le milieu, a rencontré chacun des voisins, présenté l'outil, recueillir les commentaires des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de cet outil-là, est-ce qu'ils étaient confortables avec ça. Je peux vous dire que ça a été essentiel au bon développement du projet parce que c'est venu éteindre beaucoup d'incertitudes ou d'inconfort. Donc, que les gens sachent que oui, j'ai un outil en main et qui est même qui a maintenant pratiquement force légale parce qu'il apparaît dans le certificat d'autorisation de du monde, la mise en œuvre de ce protocole-là. Donc, pour les gens, là, ça a été un des facteurs qui a diminué beaucoup les incertitudes et les inquiétudes par rapport au projet. Ça fait quelques fois que je vous reçois, M. Dupont, concernant ce projet-là. Puis, une chose que je me rends compte au fur et à mesure que je vous pose des questions, au fur et à mesure que vous répondez, que vous me répondez, mais que vous répondez à la population également, c'est qu'il y a une transparence que j'aime beaucoup. Peut-être pas qui est donnée à toutes les minières. Et je ne vise personne en disant ça, et je ne vise aucune minière en particulier. Je parle dans l'ensemble. Puis à chaque fois que je vous reçois ici, j'aime la transparence que vous donnez dans cette future mine et dans tout ce qui s'y rattache directement. Transparence avec le bon voisinage, transparence avec les certificats, transparence avec le BAP. Vous n'avez pas peur d'étaler ça devant tout le monde et de dire « on est rendu là, à regarder ». Bien, écoutez, moi, Adjé Saint-Jean, qui est vice-président d'exploration chez nous, a déjà dit clairement dans une rencontre publique, quand je crois on tenait à l'ONU ou à Amos, il a dit si ce projet-là doit être un projet qui va être gagnant pour tous, pour qu'il y ait de l'avant. Et puis, moi, je suis dans l'industrie depuis maintenant 6, 7, 8 ans. Je me suis rendu compte qu'on parle de transparence. La très grande majorité des documents sont publics. Oui, donc, quand on parle d'une entreprise publique, on est coté en bourse. Les gens ont accès à nos études de faisabilité, nos rapports techniques. Donc, quelqu'un qui veut se donner l'effort est capable très facilement d'aller chercher pratiquement l'ensemble de l'information qui est disponible sur un projet. Dans ce cas-là, moi, mon rôle, c'est de la vulgariser, m'assurer que les gens comprennent bien c'est quoi les enjeux, c'est quoi qu'il y a sur la table. Les gens qui développent ce projet-là, il y en a beaucoup qui demeurent en Abitibi, il y en a beaucoup qui vivent dans ce milieu-là. Il n'y a personne tout le monde a la volonté de préserver la quiétude, la qualité de vie des gens, parce que c'est des gens d'ici qui développent ce projet-là. Comme la plupart des projets qui sont développés d'ailleurs en région. En tout cas, moi, je vous en félicite parce que vous avez une transparence qui est vraiment très transparente. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis réellement, parce que plus on en parle, puis j'aime pas dire ça, mais en tout cas, il y a des minières des fois qui rentrent, puis tassez-vous, on arrive, puis on a un gros projet, puis on vous en parlera plus tard, puis etc. Chez vous, ça ne semble pas être ça. C'est que venez nous voir, on va vous expliquer ce qu'il y en est, on va être transparent avec vous autres. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, dites-nous-le, on va s'asseoir comme vous avez fait déjà, puis on va discuter et on va arriver à une solution. J'aime beaucoup, moi, ce genre d'individu et d'entreprise-là. On a parlé du fédéral, on peut parler aussi du provincial avec un certificat d'autorisation du gouvernement provincial aussi. C'était au mois de juin dernier, juin 2015. Ça aussi, c'était essentiel? Ça, je vous dirais, c'est la pièce maîtresse au niveau de ce qu'on appelle dans le jargon minier le permitting, là, dans le fond. Ce permis-là, ce certificat d'autorisation-là, c'est celui qui est le principal qui nous permet de développer le projet. Et dans ce cas-ci, le gouvernement s'est basé sur l'analyse qui a été faite par le BAP et l'analyse qui a été faite par le ministère de l'Environnement pour nous décerner ce décret-là ou cette autorisation-là, qui est accompagné de quelques conditions. En fait, plusieurs conditions. C'est plus complexe que ça en a l'air, un certificat d'autorisation, parce que ce que les gens voient, on dirait qu'il y a 5 ou 6 conditions, mais la première condition ramène l'ensemble des échanges qu'on a eus
durant 3 ans avec le ministère dans lequel on disait, d'ailleurs, OK, on va mettre telle mesure d'atténuation pour s'assurer de protéger telle espèce de plante. Il y a plus de 150, je pense, dans notre cas, 180 mesures d'atténuation qui apparaissent pas nécessairement dans le document-là, mais dont le document réfère. Nous, on a tenu, quand c'est sorti, à aller rencontrer les gens. On a fait une rencontre à l'ONE, à la salle municipale, pour dire, expliquer c'était quoi qu'il y avait dans le décret. Pour pas que les gens pensent qu'il n'y a pas de conditions qui est attachée au projet. C'est pas vrai, ça, là. Il y en a plus de 180. Voici les conditions. D'où la transparence que je vous parlais tantôt, ce qui est très important. Autrement dit, vous mettez les gens au courant au fur et à mesure que le projet prend jour, que le projet avance, vous mettez les gens au courant. Moi, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité d'être ici parce qu'un des défis qu'on a actuellement, c'est qu'on a été très actifs avec les voisins du projet, avec les parties prenantes du projet dans les années de développement du projet. On avait notre comité consultatif, on a eu tout ce qui est les audiences du BAP, donc on était présents, très présents dans le milieu. Puis là, le projet n'a pas changé, mais là, ça fait, comme vous dites, il y a un ralentissement. Pour nous, c'est le même projet. On n'a pas vraiment d'opportunité. S'il y avait des choses de nouveau, des nouveaux développements dans le projet, on pourrait dire aux gens, on aimerait vous rencontrer pour vous donner de l'information au niveau du projet. Mais dans notre cas, c'est le même projet qui est encore là, c'est les mêmes données qui sont sur la table. On n'a pas beaucoup d'opportunités de revenir vers les gens pour leur expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va. Donc, aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de le faire. Fait que pour moi, c'est une occasion en or de pouvoir parler aux gens par le biais de votre émission. Bien, vous serez toujours le bienvenu, M. Dupont, parce que les gens... Puis j'aime votre transparence, je ne le dirai jamais assez. Puis on pose des questions et vous répondez sans détour. Puis c'est ce que j'aime, puis c'est ce que les gens aiment, c'est ce que les gens apprécient également beaucoup. La dévaluation du dollar, est-ce que ça a une certaine influence sur le financement de votre projet? Ça a une influence majeure parce que quand on calcule les données économiques du projet, une des dépenses, là, si on veut, principales d'une exploitation comme la nôtre, c'est les salaires. Donc, les salaires sont payés en argent canadien. Voilà. Donc, quand l'argent canadien est dévalué, notre projet coûte moins cher en dollars US, si on veut. Et puis, on se rappelle que les gens qui investissent dans des projets comme le nôtre, c'est pas tous des gens d'Amos, de Launay puis de Val-d'Or. On a des gens de Hong Kong, New York, Londres. C'est à la grandeur du monde. C'est ça le terrain de jeu de financement d'un projet comme celui-là. Donc, c'est sûr que le fait que le dollar soit dévalué, ça l'augmente, ça diminue finalement les coûts d'opération d'un projet comme le nôtre. Même chose pour le fuel. C'est un des consommables principaux dans une opération minière. Le fait qu'il soit moins élevé, ça a un rapport direct avec la rentabilité d'un projet. Exactement. Moi, si je vous demandais quelle différence qu'il y a entre le mois de mai 2015 et le mois de mars 2016, je parle sur le terrain de la minière, de la future minière. Sur le site de Dumont, il n'y a pas grand-chose qu'on a fait parce que les forages pour déterminer le gisement, ça, c'est derrière nous. Donc, tout ce qui était, à un certain moment, on avait 7 foreuses sur la propriété, ça roulait, tout ça. Et ça, l'objectif, c'était de déterminer la ressource. Okay. Il est où? Le nickel, il est où? C'est quoi l'étendue du gisement? C'est quoi la valeur qu'on a? Ça, c'est derrière nous. Alors là, lorsqu'on va être dans les travaux d'ingénierie détaillée, ce qu'on risque de revoir sur le terrain, c'est plus des travaux, je vous dirais, des géotechniques. De comprendre la portance des sols pour les digues du parc à résidus, pour les bâtiments qu'on va construire. Donc, des travaux géotechniques, de bien comprendre la structure des sols, comme la portance. Donc, c'est ça qu'on risque de revoir comme travaux sur le site, avant la construction du projet. M. Dupont, merci infiniment. Puis, comme je vous le disais, vous aurez toujours une place à cette émission lorsque les gens veulent être renseignés. Puis, je pense qu'on vous donne un bon temps d'antenne pour le faire. Puis, ça nous fera toujours plaisir de le faire également. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, M. Dupont. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.